Alors, bonjour à tous. Je dois dire que le titre de la conférence de ce matin m'a vraiment intéressée et en même temps fait sourire, parce que c'est quelque chose que je porte depuis de nombreuses années, d'opposer ou de comparer la pensée et l'action. Alors je m'explique, donc effectivement, vous l'avez souligné, je suis entrepreneur depuis 27 ans, je suis vice-présidente depuis l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux en juillet du MEDEF. Je travaillais déjà depuis 5 ans au MEDEF comme élu. Et j'ai surtout un passé de sportif de haut niveau et qui est beaucoup le creuset de ma formation d'entrepreneur, puisque je n'avais pas fait d'école de commerce ou de management, on appelle ça aujourd'hui, et je n'avais pas fait non plus d'école d'ingénieur. Moi, c'était la philo, pour le coup, au démarrage. Et donc, ça m'a toujours fait sourire d'opposer ces deux dimensions, penser et agir, parce que quand vous êtes athlète, ça va de soi que vous associez les deux. Alors, ça va pas de soi pour le grand public ou pour le public tout court, parce qu'on pense qu'on est purement dans l'action. Or, quand on est sportif de haut niveau, on est vraiment dans l'association permanente de la pensée et de l'action. Je vais vous donner deux exemples. Moi, je faisais le 4x400 mètres en équipe de France. Je suis de la génération Pérec. Si vous voulez gagner en 4x400 mètres face à une autre nation, vous pouvez mettre les 4 meilleures filles du monde. C'est pas pour autant qu'elles gagneront. Vous devez penser nécessairement le passage des témoins et vous dire, ça n'est pas juste l'action et la performance individuelle de l'action d'une athlète, ça va être de penser le passage de témoin et l'arrivée du témoin au bout. Donc vous devez avoir une stratégie, ça veut dire ça en creux. De la même manière, moi j'ai terminé ma carrière d'athlète en privilégiant autant la préparation physique que la préparation mentale. Et les dernières courses que j'ai faites, où j'ai battu mes records sur 400 mètres, avant même de faire ma course, j'avais beau avoir fait 1 heure d'échauffement purement physique, j'avais passé aussi 1 heure dans le sac de couchage sur le stade d'échauffement à faire de la préparation mentale et faire 10 fois ma course. Et quand j'arrivais, je n'avais plus le trac et j'avais déjà fait 10 fois ma course. J'avais pensé, mentalisé ma course, je n'avais plus peur et j'avais vaincu tous les obstacles, toutes les peurs que je pouvais avoir et là j'entrais en action. Alors évidemment c'était séquencé, j'avais passé 1 heure dans le sac de couchage pour passer moins d'1 minute ensuite sur la piste, mais ça montre bien que la performance naît de cette association pensée et action. Et puis si on veut repartir dans l'autre bout et non plus sur du tartan et sur du 400 mètres, moi qui étais en même temps élève de philo, il y a un philosophe qui nous a tout dit dans la formule, on pourra arrêter la conférence là-dessus, c'est Hegel, qui nous dit « Pensez la vie, voilà la tâche ». Penser la vie, voilà la tâche. La tâche, c'est de l'action. Penser la vie, voilà la tâche. Et ça peut résumer beaucoup de choses et qui font qu'on n'oppose pas les deux. Alors du coup, je ne vais pas vous faire ni un cours de STAPS ni un cours de philo aujourd'hui. Je vais plutôt faire part de mon expérience d'entrepreneur et essayer de dire en quoi justement pensée et action vont de pair et sont un peu spécifiques chez l'entrepreneur. La première chose chez l'entrepreneur, c'est l'état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit, c'est la volonté de faire des choses, quoi qu'il arrive. Il y a pas mal de psychologues et de sociologues qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier l'école américaine, ont analysé qu'est-ce qui était le moteur des gens pour associer leurs équipages dans les avions de combat. Et donc il y avait 3 moteurs, et ça reste vrai pour les athlètes et je pense que ça reste vrai pour les entrepreneurs. Il y avait le moteur Powership, je veux le pouvoir, je veux commander, le sens du commandement. Il y avait le moteur Relationship, je veux être en interaction avec l'autre. Et puis il y avait le moteur Accomplishment. Je veux faire des choses. L'athlète de haut niveau, on a fait des tests à l'INSEP, dans les écoles allemandes également, tous les athlètes de haut niveau sont pratiquement tous à 99%, voire 100% dans accomplishment. Ils veulent faire des choses. Et en fait, je me réapproprie finalement cette pulsion et ce carburant dans l'entrepreneuriat, et quelle que soit la technicité de départ. Moi aujourd'hui, j'ai un cabinet de conseil spécialisé en innovation, et ça fait 27 ans que qu'il va bien et qu'il est profitable et que j'embauche tous les ans. En étant élève de philo et conseiller le CAC 40 sur leur stratégie R&D, leur stratégie d'innovation, c'est pas forcément immédiat. Ça montre bien que ce n'était pas une question de technicité de monter mon entreprise, c'était une question de pulsion. C'était une question de pulsion, j'ai trouvé
différentes rencontres qui ont fait que c'est devenu possible. Donc c'est vraiment important de rappeler que dans la dimension pensée et dans la dimension action, il y a une dimension beaucoup plus intime et qui est psychologique, et Hervé Frapsos me démentira pas là-dessus, c'est le côté pulsionnel, le côté émotionnel de l'envie de faire. La deuxième chose que je voulais vous dire sur le lien entre pensée et action dans l'entrepreneuriat, c'est que ça, c'est une donnée de départ, cet aspect pulsion. Mais ça ne suffit pas, parce que sinon, on ferait un premier contrat, un premier exercice, et puis le carburant manquerait à venir. La deuxième chose, c'est la démarche évolutive de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on ne devient pas dirigeant la première fois. On a cette pulsion qui nous met en action et dans cet accomplishment du désir de faire et d'accomplir, mais ça ne suffit pas pour durer. Et pour durer, il faut devenir dirigeant, et pour devenir dirigeant, quelque part, il faut avoir peur de rien et endosser toutes les responsabilités. Moi, quand j'ai démarré, j'aimais faire mon métier, j'aimais faire les missions. Je détestais le commercial, je détestais le management, ça tombait bien, j'avais que à me manager moi. Donc, je n'avais pas du tout envie de faire autre chose que faire la technicité des missions que les clients voulaient bien me confier. Et finalement, être entrepreneur, c'est de dire, je vais rencontrer des obstacles, des responsabilités nouvelles, et en fait, ça n'est pas un obstacle, je vais le faire aussi. Je vais endosser toutes les responsabilités, et quelle que soit la technicité, je vais le faire. Donc c'est le deuxième point, c'est se dire, ontologiquement, l'entrepreneur est quelqu'un de responsable qui va prendre parce qu'il faut prendre. Troisième chose qui est extrêmement importante dans l'entrepreneuriat, et c'est ce qui explique peut-être qu'au bout de 20 ans, on s'engage dans quelque chose qui dépasse son intérêt propre ou sa société propre et qu'on parte au MEDEF ou dans n'importe quelle autre association ou mouvement, c'est le sens qu'on donne à pensée et action dans engagement et détermination, y compris pour des causes perdues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours que l'intérêt de ce que va générer l'action. Il y a l'intérêt de l'acceptation de la réussite comme de la défaite. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous qui théorisez toute la journée sur les sciences du management. La France est vraiment handicapée de ce point de vue-là et devrait pour le coup travailler beaucoup avec l'INSEP ou les STAPS qui analysent toute la journée à quoi carburent les champions qui durent. Parce que ça peut être du coup des entrepreneurs qui durent ensuite. Ils carburent avec le fait qu'ils mettent sur le même pied d'égalité l'envie de réussir et l'envie du succès avec la peur de l'échec. Et ça va vraiment avec. Et je donne toujours cet exemple pour ceux qui m'ont déjà entendu à plusieurs reprises, moi qui viens du monde de l'athlétisme. Quand Renaud Lavillenie il est champion olympique, ou quand il bat le record du monde de Boubka historique à plus de 6,15 sur son territoire à Donetsk en Ukraine, la barre d'après, il ne la franchit pas. C'est-à-dire qu'il est champion olympique à une certaine hauteur de barre. Évidemment qu'il tente la barre d'après, même s'il est champion, et il ne l'efface pas, elle tombe. Donc il gagne sur un échec. C'est une image un peu courte, mais il vit avec ça, c'est-à-dire qu'il est attiré par la volonté du succès, il gagne, mais il peut aussi bien se dire je vais me faire dégager en série, ou sur la force mentale que je n'aurais pas, les Allemands qui sont en train de me mettre la pression à Londres, parce que c'était à Londres, il y avait 2 Allemands qui étaient en phase finale avec lui, lui mettaient la pression, il ne s'est pas démembré, démantibulé, il est resté sur la volonté de gagner, même s'il a pris des risques en ne choisissant pas de passer telle ou telle barre et en tentant une prise de risque maximum sur la dernière barre pour être champion. Donc il a vraiment eu dans la tête au moment d'agir le fait qu'il pouvait manipuler l'envie de réussir et d'avoir le titre olympique, le fait de ne pas du tout être sur le podium s'il se plantait, et tout allait à peu près de concert dès lors qu'il avait intégré parfaitement à l'action la possibilité de l'échec. Et ça, on est vraiment en retard en France là-dessus. Quand je vois le slogan du conseil en images et en communication de Pepsi Cola, le slogan de cette entreprise, c'est « Fail harder ». Plantez-vous et plantez-vous bien, et vous réussirez. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que moi, la première commande, je ne l'ai pas eu comme ça. Le premier encaissement, je ne l'ai pas eu comme ça. Le premier employé, ça n'a pas marché tout seul. Et pourtant, c'était une fatalité positive, on va dire. Donc,
Autre élément qui est ontologique également à l'entrepreneur et à l'action et à la pensée, c'est le titre d'un film, Le goût des autres. Tout à l'heure, vous l'avez rappelé, Michel, je ne sais pas où vous êtes, Michel, vous avez terminé votre introduction là-dessus. Ce que je sais, c'est que on ne pense pas seul, on pense avec les autres. Être entrepreneur, c'est ça. Et j'ai une petite image qui me vient toujours quand on dit ça, parce qu'il faut des fois ces formules magiques, il faut quand même parfois les illustrer. L'image du carnet d'adresse est extrêmement importante. Si un jour les élèves qui sont là ou les professeurs qui les encadrent pensent à ça, quand j'ai monté mon entreprise, je me suis dit, j'ai pas de technicité, j'ai moins de 30 ans, je suis pas ingénieur, je suis une femme et je vais arriver dans un monde où c'est que des centraliens, des polytechniciens, des bonhommes et de la génération baby-boomer. Donc là, ça va être compliqué pour moi d'exister. Je me suis dit, mais en fait, c'est le goût des autres qui va me faire exister. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait une analyse de marché et j'ai dit, j'irai où les autres ne vont pas. Donc la communauté était à Lyon et à Paris. Je dis, ben, j'irai en Limousin, en Champagne-Ardenne et dans des coins aussi, des ports de pêche aussi attractifs que ça. Mais j'existerai. Donc c'était le côté de différenciation. Mais surtout, je vais cultiver le goût des autres. Et donc, je vais cultiver un carnet d'adresses. Et ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, j'avais monté une petite base de données et mon premier carnet d'adresses, c'était 11 pages. C'était 5 pages recto verso plus la 6e. C'était 11 pages. Et j'étais très fière de moi en disant, ah, je connais tout ce monde-là. Aujourd'hui, c'est mon CRM et c'est mon portefeuille et c'est ce qui fait la valeur de l'entreprise. Donc, ce goût des autres, c'est aussi cette capacité à agréger la confiance autour de soi, avec ses équipes bien sûr, mais avec son environnement, écosystème et clients. Et j'en terminerai là-dessus pour continuer, parce que vous avez soulevé les points, Hervé, tu as soulevé le point de la motivation et de la solitude dans ton introduction, pour pouvoir continuer le chemin. Donc je vous ai expliqué, au début était la pulsion, ensuite était devenir entrepreneur et endosser toute la responsabilité, et après, comment on trouve ce supplément d'âme pour continuer malgré la solitude, malgré la charge émotionnelle quotidienne que l'on peut avoir, y compris avec les centaines de mails scud qu'on reçoit toute la journée. Quel est le supplément d'âme pour poursuivre le chemin? En fait, c'est ce côté force motrice sociétale et rôle de responsable de l'entrepreneur dans la société qui peut être le relais. Au sens où on se dépasse soi-même et on n'est plus dans son intérêt propre, mais dans l'intérêt de faire quelque chose cette fois, non pas pour soi, non pas dans son précaré, mais pour le reste de la société. Pour ce qui me concerne, moi je fais rejaillir, c'est comme une fontaine, la création de valeur que j'ai faite dans mon entreprise vers là où ça pourra pousser le réflexe entrepreneurial un jour, à l'image de moi, mon propre parcours. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je mets pas mal de sponsoring et d'accompagnement et de mécénat dans le sport féminin en zone rurale. Parce que je viens du sport féminin en zone rurale. Et je me dis qu'en finançant les gamines de 13 ans au football en Centre-Bretagne, peut-être que ça va faire émerger aussi le goût d'entreprendre et la volonté, à nouveau on boucle, la volonté de faire et la pulsion de faire. Et donc j'ai la grande fierté que cette équipe de Centre-Bretagne des U13, donc pour ceux qui connaissent le foot, c'est les gamines de 13 ans, de Pleuhermel, donc Centre-Bretagne Morbihan, étaient l'année dernière championnes de France, devant, excusez du peu, le PSG et l'Olympique de Lyonnais, alors que Pleuhermel c'est 6000 habitants. Voilà, donc j'en ai terminé là, c'est un peu décousu, mais c'était un témoignage très action pensée. Et je suis à l'écoute pour vos questions. Merci.